voudrais appeler maintenant, mais vous avez introduit la prochaine table ronde avec Olivier Mélien et Madame Laurence Hunel-Osier-Lafontaine, ancien bâtonnier, avocate. Venez, messieurs, dames, sous vos applaudissements. On a parlé, on a introduit le sujet, donc on va parler des eaux de ruissellement. Je vais en donner la définition. Vous mettez sur au petit salon ? Vous mettez au salon ? Donc on va parler de la gestion des eaux de ruissellement, éclairage juridique et considérants techniques. Une petite définition pour introduire nos échanges. Donc les eaux de ruissellement, c'est l'eau de ruissellement, donc eau issue des précipitations atmosphériques qui s'écoulent sur une surface. Dans le langage professionnel, on utilise fréquemment le terme d'eau pluviale. L'eau de ruissellement s'infiltre dans le sol, rejoint le réseau hydrique ou est collectée. En tout cas, on a compris que quand on parle de construction en terrain en pente, ces eaux de ruissellement peuvent être, dramatiques parfois. Voilà, donc éclairage avec vos informations et votre présentation. Merci, ça va ? Vous avez des micros ? Vous n'avez pas de micro. C'est bon ? Oui. Monsieur Mélien me propose de commencer. Merci. Bonjour à tous. Donc, j'ai la charge d'intervenir sur la gestion des eaux de ruissellement. Et donc, en construction, les eaux de ruissellement, la gestion des eaux de ruissellement constitue vraiment une préoccupation majeure parce que ces eaux de ruissellement provoquent des sinistres d'une gravité importante qui engagent la responsabilité tant du constructeur que du propriétaire du terrain, du maître d'ouvrage, du lotisseur et même du maire, des fois, le maire qui a accordé le permis de construire. Alors, on vous a rappelé les sinistres, les sinistres importants, mais qui ont détruit des vies en Martinique, donc le Morne-Calebasse en 2008, en 2011, Soleil Levant au François en 2008, 2020, 2021, les fortes pluies dans le Nord Atlantique, et donc la nécessité d'étudier l'origine des sinistres est importante. Et l'une des origines, c'est bien souvent les eaux de ruissellement. Alors pour commencer, quelques définitions. Qu'est-ce que les eaux naturelles ? Les eaux naturelles, ce sont les eaux de source, les eaux de pluie, les eaux courantes, c'est-à-dire que quand il y a eu une casse, une fuite et des eaux qui s'infiltrent, eh bien, ces eaux-là sont concernées dans des territoires, dans les pays tempérés, les fontes des neiges. Toutes ces eaux-là sont concernées sont concernées par la notion d'eau de ruissellement. Quand il y a eu un sondage, il y a des travaux et il y a des eaux qui s'écoulent sur les terrains spontanément, naturellement, ce sont des eaux naturelles, donc eau de ruissellement. Autre définition, parce que nous aurons à parler du fond servant et du fond dominant. Alors, dans la construction en terrain pentu, la notion de fond dominant et de fond servant est importante. Le fond dominant, alors ça paraît simple, mais ça fait pas de mal de le rappeler. Le fond dominant est le fond qui se trouve au-dessus, en hauteur, élevé, supérieur, et le fond servant est le fond inférieur, le fond qui est en deçà du fond dominant. Et donc, après avoir rappelé ces notions, le principe de la gestion des eaux ruisselantes, ou juridiquement appelée la servitude d'écoulement des eaux. Le principe est posé par l'article 640 du Code civil qui vous dit les fonds inférieurs, donc fonds servants, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés
à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Alors, et c'est cette petite phrase, ce petit bout de phrase qu'il faut retenir, sans que la main de l'homme y ait contribué. Parce que la main de l'homme qui y contribue, c'est la construction. Ce sont nos ouvrages, ce sont les aménagements qui sont faits en terrain pentu et qui sont à l'origine de sinistres. Parce que si l'homme n'intervenait pas pour édifier des immeubles sur des terrains à risque, eh bien, il n'y aurait pas eu de sinistre, il n'y aurait pas eu de difficultés, les assurances n'interviendraient pas, les contentieux ne se crieraient pas. Et voilà un petit peu le cadre posé par l'article 640. Alors, l'article 640 du Code civil vous précise: le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement, et le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Bien, une fois que cela a été dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous pose le cadre légal. Il y a des interdictions. Donc, pour le fonds supérieur, il y a un certain nombre d'interdictions qui sont toujours à l'origine de la recherche d'une faute en cas de problème, en cas de sinistre. Donc, le propriétaire du fonds supérieur est censé ne pouvoir modifier la disposition naturelle des lieux. Il ne peut réaliser de travaux de remblayage, réaliser de travaux augmentant le ruissellement des eaux. Et pour le fonds servant, eh bien, le propriétaire ne peut s'opposer à l'écoulement naturel des eaux. Ça, c'est le principe. Maintenant, quand on construit, eh bien, c'est tout ça qu'on fait. C'est-à-dire que on modifie la configuration des lieux, on remblaye, on exécute des travaux qui sont à l'origine des difficultés, d'où la nécessité de gérer ces eaux de ruissellement. Alors, comment cela s'articule? J'ai parlé des interdictions. Maintenant, quand on est en pratique sur un terrain pentu, vous êtes un fonds inférieur et donc vous recevez des eaux d'écoulement sur votre fonds intérieur. Vous êtes un particulier. À chaque forte pluie, vous êtes inondé et vous ne savez pas vers qui, ou on va dire contre qui vous retournez, parce que ces eaux viennent de la rue, viennent de la voie. Sur le morne, il y a des maisons. Et donc, que pouvez-vous faire? Vous ne pouvez bloquer, arrêter, faire cesser vous-même par un quelconque ouvrage les eaux que vous recevez. Vous devez les recevoir. Éventuellement, vous pouvez les canaliser, mais il y a des cas dans lesquels, même après les avoir canalisés, eh bien, vous ne faites pas cesser, vous ne parvenez pas à faire cesser le trouble. Donc, vous êtes obligé de recevoir ces eaux, sauf à ce que, au-dessus de vous, vous ayez repéré le ou les responsables contre lesquels vous pouvez vous retourner. Alors, ça commence à l'amiable, et puis un jour, eh bien, évidemment, tout ce qui ne peut pas se régler à l'amiable, on finit par aller en procédure et rechercher le responsable. Et donc, vous recevez ces eaux, vous subissez cette contrainte, sauf à ce que vous soyez en mesure de déterminer une faute imputable à un fonds dominant. Et ce fonds dominant, c'est le responsable, il est un particulier si l'eau provient d'une propriété privée, mais des fois l'eau peut provenir de la voie publique. L'eau peut provenir d'un avaloir qui est donc un receveur d'eau de ruissellement qui est sous-dimensionné, d'une buse qui est mal positionnée. Et donc là, il faut avoir établi une faute,
repérer un responsable, établir un lien de causalité entre le responsable et votre préjudice. Et là, c'est le cas dans lequel, eh bien, vous pouvez solliciter indemnisation pour le préjudice que vous a causé le comportement de celui qui a commis la faute. Mais en fait, c'est vous, fonds inférieur, qui devez démontrer la faute du fonds supérieur. Ce fonds supérieur, alors on parle puis le plus dans les cas les plus fréquents, c'est un conflit entre deux particuliers, mais ça peut être aussi un conflit entre une personne privée et une personne publique. J'ai un exemple actuellement où, sur le Nord-Atlantique, on met en cause une commune, donc le maire, et finalement, on découvre en cours d'expertise que la compétence de la gestion des eaux naturelles a été confiée à la communauté des communes du Nord. Donc, il faut revenir devant le tribunal, demander l'autorisation de mettre en cause Cap Nord pour gérer les conséquences, en tout cas les préjudices qu'on subit du ruissellement, les conséquences des eaux de ruissellement. Donc voilà pour la gestion de ces eaux entre fonds servants et fonds dominants. Eh bien voilà, les risques liés à la construction. Parce que vous savez, nous les juristes, on aime bien les petits papiers. Ça nous rassure. Laurence, il va falloir prévoir, excusez-moi, du temps pour votre collègue. Eh bien, on s'est entendu. Parce que là, vous êtes, on s'est entendu. Parce que vous êtes en train de. Je pose le cadre légal. Je pose et j'en ai bientôt fini. Et lui, il va évoquer la pratique parce que le sujet, c'est quand même les considérations juridiques et pratiques. Donc, tout ira bien, vous inquiétez pas. Donc, sur les risques liés à la construction, je vais aller très vite. Des préalables. Quand vous construisez, commencez par consulter le PPRN, ça a été dit. Après, il faut que la construction soit conforme au plan local d'urbanisme. Et après, sur le permis de construire, bien suivre les préconisations du permis de construire. Évidemment, quand on construit en terrain pentu, on a pris soin dans le dossier de permis de construire, de joindre les études techniques, les études de sol, selon les terrains, parce qu'il y a des terrains vulnérables, fragiles. Il faut même joindre une étude topologique, enfin un plan topo, une étude, on dit des fois morphologique, topomorphologique, en tout cas des études techniques qui permettent des études techniques qui permettent aux constructeurs de remplir ses obligations et d'éloigner les procès, les difficultés, les mises en cause de sa responsabilité. Après, quand ces préalables ont été observés, je le dis, on dit c'est normal, mais souvent, eh bien, quand on arrive en procès, finalement, on va rechercher la responsabilité des fois de celui qui a fait l'étude de sol. Donc, attention à cela. Après, les risques en construction, on l'a évoqué, le risque majeur provoqué par les eaux de ruissellement, c'est le glissement de terrain. Alors, le glissement de terrain est la conséquence soit de la nature, c'est-à-dire l'état du sol. Des fois, on construit en pente sur des terrains fragilisés ou la conséquence de l'action de l'homme. Alors souvent, les terrains devenant rares, lorsqu'on fait des terrassements pour implanter les immeubles, on creuse, on crée des falaises. Derrière ces falaises ou au sein de ce sous-sol, il y a des eaux qui s'infiltrent. La constitution du sol, ça peut être de l'argile gonflante. L'argile se gonfle d'eau et puis un jour, il y a un écoulement de boue, un glissement de terrain et ce sont ces risques-là qu'il faudra gérer et qui vont nécessiter de rechercher le responsable et de partir dans l'action en responsabilité. Alors, sur la gestion de sinistres par l'assurance, parce que quand le sinistre est survenu, on sait qu'à l'origine du sinistre, il y a
un ruissellement d'eau, mais le ruissellement d'eau naturel, bien souvent, n'est pas la cause exclusive du sinistre, et souvent, il y a un concours de responsabilité. Donc, le sinistre intervient. Obligation de passer par l'expert qui va intervenir, expert judiciaire si on est dans une procédure, expert amiable si on est dans une phase préalable à la procédure. Parce qu'en général, quand on a des assurances, on termine en procédure, elles n'indemnisent pas spontanément, elles n'indemnisent pas au montant, au quantum correspondant à la réalité du préjudice de la victime. Donc, sinistre, expertise. Lors de l'expertise, on voit bien, vu la configuration des lieux, que l'origine du problème est le ruissellement d'eau. Mais plusieurs questions se posent. A-t-on pris les mesures, a-t-on construit les ouvrages permettant de canaliser les eaux, de drainer, d'orienter les eaux de telle sorte qu'on protège le fond servant? Et donc, l'expert va vérifier les fautes qui auraient été commises, les origines, en tout cas à qui est imputable le sinistre, et après, eh bien, les fautes seront pointées du doigt, les responsabilités seront déterminées et les assurances des responsables vont d'abord se défendre pour dénier leur garantie. Donc, j'attire votre attention sur quand vous construisez un terrain pentu et que vous avez cette problématique d'eau ruisselante, qui est une problématique majeure, qu'il ne faut pas sous-estimer, la construction des ouvrages adaptés en considération de la nature du sol, de la zone dont dépend ce sol, du degré de la pente, du type d'immeuble, eh bien, vérifiez vos contrats d'assurance. Bien souvent en Martinique, nous avons de catastrophes majeures. Depuis 1978, dans les contrats d'assurance, nous avons ce qu'on appelle la clause CatNat, les catastrophes naturelles qui sont automatiquement incluses dans les contrats. Mais quand vous avez des constructions en terrain sensible, en terrain pentu, avec des eaux, puisque en terrain pentu, les eaux, comme on dit chez nous, de l'eau pakamontémon, c'est-à-dire les eaux descendent. Donc, dans tous les cas de figure, vérifiez vos contrats. Vous savez, des fois, une petite prime supplémentaire de quelques dizaines, quelques centaines d'euros peut vous sauver une vie. Quand on a les sinistres, ok, la maison est écrasée, on n'a plus de toit, on espère qu'on va être aidé, et puis finalement, eh ben, là, on lit le contrat et on se rend compte que les rédactions des clauses sont ambiguës et finalement, les exclusions sont prônées par les assurances et il ne reste que les fonds, comme le fonds Barnier, pour se faire aider quand le sinistre est collectif. J'en ai terminé. En conclusion, d'ailleurs, je crois que j'ai déjà abordé ma conclusion, c'est que chaque cas est unique, chaque sinistre est unique. Le panorama que j'ai, l'analyse que j'ai faite du panorama de la jurisprudence montre que chaque glissement de terrain lié à, chaque sinistre lié à l'écoulement des eaux ruisselantes est unique et dépend de plusieurs paramètres, le type d'édification, la nature du sol, la zone dans laquelle le sol, le terrain se situe, et donc le degré de la pente. Et donc, l'enseignement à tirer de cette rapide présentation, c'est cultiver l'art de l'anticipation, prenez vos précautions, ne négligez pas l'assurance et surtout, il y a un intervenant qui disait « c'est une responsabilité collective sur les occupants de tout un versant ». Eh bien, pensez toujours à la clause responsabilité vis-à-vis des tiers. Je vous remercie et je peux éventuellement intervenir en tant que modérateur avec mon binôme. Non, ça va pas avoir lieu, Laurence. Mais je vais être gentil avec Olivier. Olivier, il vous reste 4 minutes. Merci. C'est presque une blague, hein? Presque une blague.
Oui, bonjour à tous. Ben, vous aurez compris que l'aspect juridique est tout aussi important que l'aspect légal et on va là aborder l'aspect technique. Avec un cas simple, il y a beaucoup de questions qui se posent dans des cas de construction en terrain en pente et dont une question de fond qui, moi, celle que je me pose systématiquement, c'est est-ce que l'architecture doit s'adapter à la pente ou la pente doit s'adapter à l'architecture. Et donc, je regarde Jean-François Caclin qui va intervenir tout à l'heure. Donc, nous, comme je l'expliquais, donc on est BET structure et VRD. Donc, c'est très important pour nous d'associer les deux parce que la construction d'une maison en pente, très souvent, on l'a remarqué notamment sur les maisons d'habitation, c'est qu'on veut construire et très souvent, il y a une forme de frustration de ne pas pouvoir jouir de son cadre de vie dans sa globalité. Donc, on vient construire un mur de soutènement. Et donc, ce mur de soutènement, très souvent, et parfois, il fait un coup de main et sans tenir compte de la gestion des eaux de ruissellement, donc les eaux pluviales. Donc, on rejette des eaux. Donc, je vais prendre un exemple assez simple. Hein. Donc, ici, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, on a 4 minutes. Donc, c'est un mur. Donc, c'est une maison en pente dans une des belles communes du sud de la Martinique. Cette personne a construit. Elle voulait profiter de son terrain, donc elle a construit un mur. Ce mur fait 80 mètres de long, 6 mètres de haut. Donc c'est pas rien. Aucun joint de dilatation, aucun système de drainage. Ils nous ont appelé l'an dernier en nous disant notre mur a un problème, on ne comprend pas. Donc on est venu, on a fait quelques constats. Sauf que la question de la responsabilité, parce que c'est un mur mitoyen, s'est posée. Donc il y a une maison donc, dans le fond versant et la personne qui a construit le mur, alors qui a construit, qui a payé, je ne sais pas. Mais en tout cas, la question s'est posée à un moment, mais qui paye? Sauf qu'entre-temps, le mur s'est effondré. Donc comme vous l'aurez constaté, donc ça date il y a 2 mois. Donc c'est très très frais. Donc sur 80 mètres de long, 15 mètres sont partis. Et quand on a poussé nos investigations, donc on a été voir ce qui se passe dans les barbacanes, donc c'est les petits trous que vous voyez. Donc on a remarqué qu'il n'y a pas de nappe drainante, donc il n'y a pas de système d'étanchéité. Donc on a découvert de la brique à l'intérieur, enfin dans la face enterrée du mur. Donc en temps normal, les murs de soutènement de ce type-là doivent avoir un système d'étanchéité, donc avec une nappe drainante, un matériau drainant, géotextile et un drain pour pouvoir gérer ces eaux. Sauf que dans ce cas-là, donc on s'est rendu compte que c'est un très beau mur, un très bel ouvrage, mais que cette question de la gestion des eaux a été complètement éludée par le constructeur et donc il a, voilà, la technique coup de main, utiliser ce qui était à sa disposition. Sauf que, une fois que le mur est tombé, donc il a entraîné des dégâts sur le fond versant, mais aussi il menace le fond, enfin il a entraîné des dégâts sur le fond dominant, donc avec des fissures sur la maison, mais il menace aussi le fond versant. Voilà, servant, versant, enfin j'oublie, la maison qui est en bas. Voilà. Et donc, du coup, cela a créé bien évidemment des problèmes de voisinage qui ne sont à ce jour pas résolus. Donc, on pense que ça va partir dans une forme assez juridique. Donc, tout ça pour dire que sur les murs de soutènement, une fois qu'on veut jouir de son cadre de vie, parce qu'on veut construire en pente, mais on veut bénéficier d'un terrain plat, puisqu'on veut la vue du terrain en pente, tout en ayant les bénéfices du terrain de côte. Donc, ce qui est assez paradoxal. Et on retrouve cette problématique sur beaucoup d'ouvrages, même les plus petites pentes. Et là, je vais aller sur, c'est un petit mur qui fait 2 mètres. Et on voit bien que sur la partie inférieure de la photo à droite, que les eaux stagnent en dessous. On s'est rendu compte, en allant un peu plus loin, qu'il y a eu un effondrement partiel du mur et ça a entraîné le dessouchement des fondations de la maison d'à côté. Aujourd'hui, c'est beaucoup... Alors, on a l'impression que ce sont des cas isolés et je dis souvent, là nous sommes en mai, rien que notre bureau d'études a déjà été appelé plusieurs fois pour des cas de murs de soutènement qui se sont effondrés, cette année seulement. Donc, cette année, ce ne sont que des photos du début d'année que vous voyez là.
Et donc là, on a des murs en bloc végétalisables, mais on a aussi le fameux mur tendance du moment, ce sont les blocs rocheux. Donc là, ça ne se voit pas sur cette photo, mais il y a eu un tassement en fait du bloc rocheux sur à peu près 1 mètre qui a entraîné la petite case qu'on voit en haut. Donc voilà. Donc là, je montre un peu le glissement qui a eu lieu sur le bloc rocheux et on va éviter la petite case en bois qui a subi beaucoup de dommages et qui aujourd'hui est penchée. Donc voilà. Tout ça pour dire que les considérations techniques doivent être on doit tenir compte de tous ces aspects techniques-là, mais il faut savoir que c'est lié très souvent à l'aspect juridique, donc parce que c'est la responsabilité de qui, de quel acteur qui est engagé. Donc, est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est le bureau d'études? Est-ce que c'est l'architecte? Est-ce que c'est le maître d'ouvrage? Ou alors est-ce que c'est celui qui a vendu le terrain? Parce que tout ça, on remonte. Voilà, très souvent, on va essayer de chercher les responsabilités, mais avant tout, il faut savoir qu'il y a des choses à ne pas négliger, dont la gestion des ruissellements des eaux pluviales. Mais j'ai pas de micro. Eh ben, quelle efficacité. Merci beaucoup Olivier Mélien, merci beaucoup Laurence Unel, Osier Lafontaine.